Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est la troisième vidéo avant que je fasse une pause. Ce sera la fin de la saison, on va dire. Donc il y a cette vidéo-là, une vidéo sur les dyskinésies scapulaires, normalement la semaine prochaine, qui sera une actualisation d'un article que j'ai déjà fait, avec des vidéos que j'ai déjà faites aussi. On va actualiser ça. Et la vidéo suivante, la dernière de la saison, ça sera une réponse aux questions. Ça change de format. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire de cette vidéo ou sinon me les envoyer directement sur mon Instagram. J'y répondrai. Je ferai une vidéo où j'y répondrai. Les sujets abordés plutôt kiné, kiné sur les réseaux. Voilà, on reste plutôt là-dedans. Après, s'il y a d'autres choses, envoyez quand même et je verrai si j'y réponds. Là, on va retourner sur la vidéo, donc ça risque d'être une vidéo un peu longue, elle est un petit peu technique, je pense qu'il y a une trentaine de diapos, donc ça va durer, ça peut durer 1 heure, ça peut être long, et comme je vous le dis, c'est vraiment technique. Alors, avant de vous dire de quoi on va parler aujourd'hui, la petite pub habituelle, donc pour ceux qui veulent ma formation sur le repérage des drapeaux rouges, enfin voilà, où on étudie tout un tas de choses pour savoir comment prendre en charge une lombalgie. Enfin, en fait, en gros, surtout exclure les choses à pas prendre en charge ou avoir un niveau de suspicion adapté à la situation. Vous avez comme extrait une partie, donc c'est une sous-partie sur le syndrome de la queue de cheval. Donc vous retrouvez cette miniature-là sur ma chaîne YouTube pour aller voir un extrait et voir si ça vous plaît ou pas. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de toutes les techniques qui fonctionnent en kiné, par exemple, ou quoi, et qui ne fonctionnent pas comme vous le pensez, ok? Voilà, par exemple, on a cette étude-là qui est sortie il y a pas longtemps, où on voit en fait les effets non spécifiques et les effets spécifiques. Donc là, par exemple, alors après, donc là c'est une méta-analyse. Donc après, donc il y a un regroupement d'études. On va pas rentrer dans le détail de cette étude. Il y aurait des choses à dire, mais juste en gros, ce qu'on retient, c'est que ouais, il y a beaucoup d'effets qui sont non spécifiques. Par exemple, là on regarde, dry needling, il y a beaucoup d'effets non spécifiques quand même. Là, c'est sur les douleurs de genoux, bah pareil, on voit qu'il y a beaucoup d'effets contextuels et très peu d'effets spécifiques ici. Voilà, donc, et les techniques par exemple qui ont des techniques euh, qui sont très efficaces, on va dire, par exemple ici qui ont des effets très spécifiques, enfin des effets spécifiques importants et qui sont moins efficaces que d'autres techniques qui ont un effet total plus important, notamment parce que par exemple l'effet contextuel va être très important. Ok, là l'application par exemple d'une crème anti-inflammatoire, on voit que c'est la technique la plus efficace, alors qu'en fait elle a des effets spécifiques faibles comparé à d'autres techniques. Par contre, les effets contextuels, ils sont énormes. Et là, pareil, donc en gros, on a un graphique, il y a trois choses à comprendre. Ici, c'est l'amélioration, par exemple, un patient qui vient avec un mal au dos. On a l'amélioration du patient quand on fait rien, l'amélioration du patient quand on applique un traitement, mais qui, en fait, même si le traitement, il n'y a pas d'effet spécifique, c'est juste le fait enfin, c'est les effets contextuels, et là, c'est les effets spécifiques dus au traitement, ok? Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? Et bien, en fait, on va voir juste la partie en bleu ici, ok? Comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette partie-là, qu'est-ce qui se passe ici, et on verra aussi qu'en fait, quand on parle, par exemple, il y a certaines personnes qui disent oui, mais les études elles se contredisent, oui, mais tout ça, en fait, je vais vous expliquer quelque chose, notamment des effets statistiques ou des choses comme ça, qui peuvent expliquer ce genre de choses dans les études, ok? Ou que les études disent une chose, et puis que quelques temps après, on se rend compte d'un autre, il y a plein de choses possibles, mais je vais vous montrer ce qu'on appelle des phénomènes ou des paradoxes, qu'il faut connaître dans la littérature scientifique, ok? C'est des choses statistiques, mais il faut les connaître, c'est pas compliqué, et ça va être illustré, c'est très simple. Donc on va parler de ça. Une autre vidéo, mais du coup ça sera pour la saison prochaine. On essaiera de parler de ce qui se passe ici et de comment optimiser ça au maximum. Ok? Donc c'est parti, on va attaquer. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, juste des petits conseils de vidéo, notamment si vous pensez qu'en tant que thérapeute manuel, ostéopathe, chiropracteur, vous avez des effets spécifiques importants avec vos manipulations, en regardant cette vidéo-là, vous vous rendrez compte qu'en fait, non. Cette vidéo-là, elle est hyper importante parce qu'il y a des choses que je vais aborder maintenant que j'ai commencé à aborder ici, mais là on va approfondir. C'est bien si vous l'avez vu avant, sinon regardez cette vidéo-là. Normalement, elle restera accessible, vous pourrez la comprendre quand même.
Et vous avez celle-là aussi pour comprendre toujours pareil, que vos mains elles ont moins de pouvoir que ce que vous pensez, que les choses elles peuvent fonctionner mais pas pour les raisons qu'on croit. Voilà, donc ça c'est vraiment des vidéos toujours un petit peu dans... On apporte de la connaissance, faut avoir un peu un esprit critique par rapport à ce qu'on fait, et on n'a pas des effets spécifiques hyper importants, ok? En ce qui concerne la communication, je vous mets ça là parce que voilà, en gros, quand on consulte un kiné ultra biomécaniste, on peut avoir des effets contextuels importants parce que le professionnel montre qu'il s'y connaît et tout ça. Le patient il va mieux, mais en fait ça entretient des croyances limitantes. Donc tout ça c'est hyper important à connaître. Vous avez cette vidéo là qui dure 1 heure sur la communication et qui est hyper intéressante, donc je vous la recommande aussi. Et pour avoir une application, pour voir en application en fait ce même là, une application parfaite, hein. Vous allez voir cette vidéo où j'analyse en fait une séance. C'est un influenceur muscu qui va faire une séance de chiropraxie, c'est aux États-Unis, et il y a tout dedans. Il y a le discours nocebo, les mythes, et on voit en fait comment les effets spécifiques en fait sont faibles, mais par contre les effets contextuels, à mon avis, ils sont vraiment puissance max. Ok? Donc ça peut expliquer pourquoi des thérapies complètement éclatées marchent. Ok? Et donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et nous on va pas voir les effets contextuels, hein. Comme je l'ai dit, on va vraiment voir la partie bleue ici aujourd'hui. Donc bon, ça on évite les explications patho-anatomiques, ça va avec ce qu'il y a ici, mais ça bon, on va pas passer du temps sur cette diapo là. On va attaquer ici. Donc après une intro bien trop longue, on va voir en fait comment les traitements éclatés au sol, ils peuvent fonctionner quand même. On a en fait par exemple les signes et les symptômes qui vont s'améliorer, mais le traitement qui est sans effet. Comment ça s'explique? Avec l'histoire naturelle, en fait, l'évolution naturelle de la maladie, donc par exemple du mal de dos. Alors, il y aura il y a des choses, on va les expliquer avec des parallèles avec la médecine, parce que c'est ce qui est plus étudié quand même, et j'essaierai à chaque fois de faire des parallèles avec les troubles musculo-squelettiques pour que ça vous parle un peu plus. Ensuite, on a la régression à la moyenne, donc ça, on va aller le voir en profondeur. Effet placebo, ça, on va pas le voir, on va même dire effet contextuel. Et influence sur la santé qui coïncide avec un traitement particulier mais indépendant de celui-ci. Donc ça par exemple c'est le patient qui vient vous voir, ça fait 2 mois qu'il est à fond dans le rush dans son travail, il mange n'importe quoi, il dort pas, il est stressé, il a mal au dos, il vient vous voir, mais en fait en même temps ça peut être il vient vous voir parce qu'il a le temps, mais en fait vu qu'il a le temps maintenant il commence à faire du sport, il commence à manger mieux, il commence à mieux dormir et en fait ça va mieux, c'est pas vous qui avez été efficace, en tout cas pas 100% vous qui pouvez vous attribuer les mérites de son amélioration, mais il y a aussi ce que lui il a mis en place, ok? Et donc il faut faire attention au biais de raisonnement, hein, qu'on appelle post-hoc ergo propter hoc, donc c'est à la suite de cela, donc à cause de cela, ça faut faire attention, ok? C'est pas parce qu'il y a 2 événements qui se suivent que le second est forcément forcément la conséquence du premier. Et on va voir aussi donc l'effet Hathorne, le paradoxe de Simpson, phénomène de Will Rogers. On va voir tout ça parce que c'est des choses qu'il faut connaître si vous vous intéressez un petit peu aux études scientifiques et à comment les patients s'améliorent, ok? Toujours être humble par rapport à ce que vous êtes capable de faire. Donc on va voir tout ce qui est en orange, ok? Histoire naturelle, régression à la moyenne, effet Hathorne, paradoxe de Simpson, phénomène de Will Rogers. Avant ça, on a aussi les symptômes qui ne s'améliorent pas, mais semblent s'atténuer, hein. Donc je vous rappelle, ici, là, je vous ai dit, les signes et les symptômes, ils s'améliorent, mais le traitement, il est sans effet. Et là, c'est les symptômes ne s'améliorent pas, mais semblent s'atténuer. Et donc là, il y a tout un tas de choses qui vont rentrer en compte, ok? Déjà, le biais de confirmation, hyper important, ça, il faut connaître. Donc, le biais de confirmation, ça va être la tendance, souvent inconsciente, à être plus favorable aux informations qui confirment nos croyances au détriment de celles qui la contredisent. Ça va impliquer plusieurs choses. Quand on va avoir une information qui est conforme à notre hypothèse ou à notre croyance, et ben on va se la remémorer plus facilement et on va lui donner plus de poids qu'à une information qui contredit nos croyances. Ok? Et en plus de ça, l'information qui confirme notre hypothèse, on va pas aller la vérifier. Exemple, vous êtes kiné, thérapeute manuel, vous êtes investi là-dedans et votre croyance, c'est de dire que c'est hyper efficace, et même plus efficace que n'importe quelle autre technique. C'est vraiment la thérapie manuelle, et que c'est même quasiment un indispensable. Et bien en fait, si vous tombez sur un reel d'un mec sur Instagram qui dit oui, alors la thérapie manuelle a montré que ça pouvait soulager la lombalgie chronique chez 9 patients sur 10, et bien peut-être que cette information-là, vous vous en rappellerez plus facilement, mais le jour où on vous demandera une source,
et ben vous serez peut-être incapable de la citer, parce qu'en fait vous ne serez pas allé la vérifier, parce que en gros pour vous c'est: «Ah bon, ça valide ma croyance, je la prends telle quelle, je vais pas aller la vérifier». Voilà. Donc ça, c'est donc toujours garder un esprit critique et aller vérifier les sources. Et c'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs sources, ok? Si vous avez certaines croyances, par exemple sur la thérapie manuelle, suivez des gens qui ont plutôt tendance à montrer que la thérapie manuelle c'est bon, et suivez des gens qui ont plutôt tendance à dire que la thérapie manuelle c'est éclaté. Comme ça, vous avez plus de chances d'avoir des sources, enfin un plus grand nombre de sources, mais qui se contredisent, et après vous pouvez faire un choix. Ok, bon, après, si vous n'avez pas à faire un choix vous-même, normalement, le choix, c'est pas non plus à vous de le faire. C'est possible aussi que la littérature, elle tende vers d'un côté, ok, plus que l'autre. Voilà. Et c'est pas parce qu'il y a des études qui disent c'est super efficace la thérapie manuelle, d'autres qui disent c'est fortement éclaté, que la vérité elle est forcément entre les deux. Hein, ok, c'est pas toujours une bonne idée de se dire le vrai c'est au milieu. Et donc pour vous illustrer ça, donc en fait là je vous ai donné l'exemple de la thérapie manuelle, mais on a aussi dans cette étude-là un exemple. Donc en fait, illustration du biais de confirmation. En 1951, un match de football américain très disputé entre deux équipes. Il y a eu beaucoup de fautes, du sang, des larmes, de la sueur. Et en gros, on a montré aux étudiants, on leur a remontré le match en vidéo. Et ils devaient noter le nombre de fautes qu'avait fait l'équipe adverse. Et ben en fait, à chaque fois, leur équipe et l'équipe adverse. Et à chaque fois, en fait, l'équipe, les étudiants d'un campus, en fait, ont toujours dit que c'était l'équipe de l'autre campus qui avait fait plus de fautes, ou qui avait été plus virulent, qui avait été, voilà. Donc ça a été à chaque fois comme ça. Donc les étudiants des deux écoles, ils ont attribué plus de culpabilité aux membres de l'autre équipe que ne le suggéraient en fait les statistiques enregistrées, les statistiques objectives. Ok ? De toute évidence, en raison de leur appartenance à une université, de leur endoctrinement et de leur allégeance, les étudiants, en fait, ils s'attendaient à ce que les membres de leur propre équipe, hein, qui sont pour eux les gentils, en fait, hein, bah, se comportent bien, à l'inverse des autres qui seraient les méchants et qui se comportent du coup mal. Et donc ça, en fait, c'est le biais de confirmation, donc la tendance naturelle de l'être humain à recueillir, interpréter ou mémoriser des informations d'une manière qui corrobore des désirs ou des attentes préexistants. Ok ? D'où ça vient ce biais de confirmation? En fait, à la base, c'était peut-être sûrement d'ailleurs un avantage sélectif. Ok, le biais de confirmation, ça a pu être utile dans notre environnement passé, quand par exemple vous aviez un de vos ancêtres qui cherchait quelque chose par terre pour se nourrir ou quoi. S'il entendait du bruit derrière lui, il avait, on va dire, deux manières de réagir. Soit il courait le plus vite possible, se réfugier dans un arbre, soit il se disait c'est peut-être le vent, c'est peut-être un prédateur, c'est peut-être un ami à moi, je vais me retourner et pour pouvoir confirmer cette hypothèse. Bon, bah si c'était un tigre, trop tard, voilà, donc fallait réagir vite, et donc ça peut expliquer en fait ce biais cognitif du biais de confirmation. Donc ça, c'est vraiment une chose importante à comprendre. Après, et c'est vraiment le prérequis pour la suite. Ok, parce que si vous n'êtes pas conscient que vous pouvez être biaisé par le biais de confirmation, tout ce que je vais vous expliquer après, en fait, vous allez le mettre dans un coin de votre tête, mais ça va rien vous apporter de plus. On va parler biais de confirmation et dissonance cognitive. Je vais pas vous lire tout ça, hein, ça sera sur le PDF du groupe WhatsApp, pour ceux qui s'abonnent à l'abonnement payant. Donc la dissonance cognitive, c'est un état psychologique désagréable qui va résulter en fait d'une incohérence entre deux ou plusieurs éléments d'un système cognitif. En gros, pour faire simple, c'est quand vos croyances, en fait, elles se font fracasser par la réalité. Ok ? Donc vous avez une croyance et la réalité vous dit non, en fait, c'est pas comme ça. Ok ? La thérapie manuelle, ça soigne tout le monde. La réalité, en fait, pas du tout. Ah, ça peut donner ce petit état psychologique désagréable. Je pense que vous l'avez déjà tous vécu. Vous avez une croyance. Vous tombez sur Instagram ou sur YouTube sur un contenu qui dit que votre croyance elle est fausse, et vous voyez cette petite sensation désagréable, vous dites, ah je pensais que c'était vrai, ok, et du coup on va peut-être même avoir tendance à se dire ah ce qu'il me dit là lui, je vais peut-être pas le prendre trop au sérieux parce que voilà, et en fait c'est pas par esprit critique, c'est par biais de confirmation, ok. L'esprit, l'esprit critique, c'est pas juste remettre en cause ce qui nous arrange, hein. Voilà, c'est tout remettre en cause. Enfin, un scepticisme méthodologique, on va dire. Pas tout non plus, hein. Et donc,
juste une chose, pour sortir, donc ça c'est les travaux de Sacler, je crois qu'elle s'appelle. C'est une femme qui montre que pour sortir d'une croyance vraiment invraisemblable, il faut, je crois que c'est des crises de dissonance cognitive, il en faut plusieurs pour pouvoir en sortir sur plusieurs années. Bon, quand on est dans la thérapie manuelle, normalement, on n'est pas à ce point-là d'endoctrinement, on va dire. Quoique, et aussi il faut penser au biais des coûts irrécupérables, que je vais illustrer avec un exemple, qui n'est pas le mien, que j'ai récupéré de quelqu'un, mais je trouve il est très parlant. Admettons, vous devez sortir, vous êtes un investisseur et vous allez sortir en fait un nouveau téléphone à la fin de l'année, ok? Pour ça, on est au mois de janvier et vous devez investir 1 million d'euros en recherche et développement, tout ça, et à la fin, sur 12 mois on va dire, enfin il y a même la conception, tout, en gros à la fin de l'année, au mois de décembre il sort. On est au mois de novembre, vous avez mis le 11e million, et là en fait vous allez mettre le dernier, et en fait, vous apprenez dans la presse, dans les journaux, peu importe, que vous avez un concurrent à vous qui va sortir un téléphone révolutionnaire aussi, mais mieux que le vôtre, carrément mieux que le vôtre, mais carrément mieux que le vôtre, hein, avec un meilleur appareil photo, meilleure vidéo, une batterie qui tient bien plus longtemps que la vôtre, un espace de stockage mais monstrueux par rapport au vôtre, et en plus 4 fois moins cher que le vôtre. Qu'est-ce que vous faites? Bah, en fait, vous avez déjà investi 11 millions, donc on pourrait se dire c'est une bonne chose de quand même, on va pas non plus s'arrêter en si bon chemin. En fait, vu que les 11 millions, vous les récupérerez pas de toute manière, il faut se concentrer sur qu'est-ce que vous faites de votre dernier million à investir. Et bah, le raisonnement logique et rationnel, ça serait de le conserver. D'accord? Donc ça c'est important, notamment par exemple dans des parcours, je vais rester sur la thérapie manuelle, ou sur l'ostéopathie, où on investit de l'argent, plusieurs dizaines de milliers d'euros, sur plusieurs années. Donc ça peut être dur de sortir de ces croyances-là. Ok? Biais de confirmation, la dissonance cognitive, le biais des coûts irrécupérables, connaître un petit peu tout ça pour savoir en fait que bon, on est biaisé et il faut savoir qu'on peut l'être. Ça ne veut pas dire qu'on connaît les biais que vous serez plus biaisé, mais ça peut vous permettre de travailler un petit peu dessus. Biais de confirmation et soins de santé, donc ça c'est assez intéressant. On va l'appliquer donc du coup ça au système de soins. Donc là je vous ai donné un exemple avec un téléphone portable. A priori vous n'êtes pas vendeur de téléphone portable. Donc le désir, donc nous souhaitons que le traitement réussisse parce que, par exemple, avoir mal au dos, bah, c'est désagréable, hein. Donc si les signes et les symptômes qu'on peut quantifier ne disparaissent pas après le traitement, les patients ils peuvent au moins réduire cette charge psychologique en interprétant positivement les symptômes plus ambigus, d'accord? Et en déclarant ou en croyant en fait qu'ils se sentent mieux. Ça vous est peut-être déjà arrivé, vous étiez malade, vous avez mal au dos, vous avez fait quelque chose, et puis bon, bah, c'était pas hyper objectif, mais vous dites, ah, peut-être que ça va mieux, ouais, bon, voilà. Ok? Et donc, il se peut également que nous souhaitions que le traitement y réussisse, parce qu'un échec pourrait suggérer un mauvais investissement de temps et d'argent, on revient dans le biais des coûts irrécupérables, la tentation de détourner cette réalité dissonante en confirmant le succès, sans preuve, voilà, peut être importante, voilà. Donc, détourner cette réalité dissonante. Cela peut être particulièrement vrai si rétrospectivement, le traitement semble désormais inhabituel, comme peuvent l'être de nombreux remèdes alternatifs, donc ça peut concerner notamment donc, tout ce qui va être soins non conventionnels ou des thérapies un petit peu bizarres. Et du coup, j'ai un exemple, moi, d'une patiente, et c'était assez évident chez elle. Elle vient pour une douleur, alors je sais plus où elle avait mal, on va dire le dos, mais on s'en fiche, c'est pas ça qui est important. Donc cette patiente, elle vient, elle a mal au dos depuis longtemps, et je lui demande comment elle gère sa douleur en général, et elle me dit, bah je vais chez l'ostéo. Et je lui demande, bah est-ce que ça vous fait du bien? Elle me dit, ouais, quand je vais voir l'ostéo, pendant 3 mois derrière, j'ai plus mal. Je suis bah c'est bien ça, vraiment, c'est hyper intéressant, mais pendant 3 mois, vous avez plus du tout mal. Elle me dit, non, non, pendant 3 mois, j'ai plus mal, ok? Et là, je lui dis, bah, en ce moment, là, vous avez mal? Oui. Quand est-ce que vous avez vu votre ostéo pour la dernière fois? Il y a une semaine. Et ça, à deux phrases consécutives, ça ne l'a pas choqué de dire ça. Et quand je lui ai redemandé un peu plus tard dans la séance, et enfin, à chaque fois que vous allez voir l'ostéo, ça marche pendant 3 mois? Oui, à chaque fois, elle n'est jamais revenue dessus. Donc voilà, il y a peut-être certains biais là qui sont apparus chez cette personne, qui ont été mis en évidence chez cette personne. Les attentes, donc effectivement l'expérience personnelle d'un patient ou sa connaissance d'un traitement particulier peut conduire à une attente apparemment informée de succès thérapeutique. Bon, les attentes du patient, on en parlera peut-être dans l'effet placebo dans la prochaine vidéo. Vraiment les attentes, ça peut vraiment grandement améliorer ou ça peut améliorer le traitement ou l'entraver, hein. Faire en sorte qu'il marche moins.
De même, dans certaines circonstances, nous pouvons avoir tendance à confirmer les désirs et les attentes des autres parce que les normes sociales semblent l'exiger. Ok. Supposons qu'un patient perçoive son praticien comme un bon guérisseur, intelligent, bien formé, travailleur, confiant et compatissant. Dans ces circonstances, une norme sociale de réciprocité, incarnée par les caractéristiques de la demande d'une rencontre thérapeutique, peut la persuader de rationaliser la réussite du traitement. Et pour ça, par exemple, j'ai un exemple, je connaissais quelqu'un, c'était un sportif de haut niveau, qui avait des douleurs d'épaule, en fait, en gros, qui voulait pas se faire infiltrer, mais absolument pas se faire infiltrer l'épaule. C'était un joueur de tennis. Il va voir un médecin qui était le médecin qui avait soigné d'autres joueurs de tennis, donc notamment Tsonga. Et en fait, cette personne-là ne voulait pas se faire infiltrer. Et en fait, quand il est allé voir ce médecin-là, bah, c'était le médecin de Tsonga. Il lui a proposé une infiltration sur le coup, ok, directement, consultation, infiltration, bah, il l'a fait. Ok, donc il y avait peut-être là cette effectivement norme sociale, alors de réciprocité plus aussi un petit peu d'autorité. Ok, donc ça c'est important de le savoir et ça touche donc du coup le patient, on va dire commun et le sportif de haut niveau. Donc biais de confirmation et soins de santé, donc on est toujours dans le même thème. Les patients peuvent éviter les conflits psychologiques qui accompagnent les échecs thérapeutiques, même les échecs chirurgicaux, ok, parce que pareil, il y a toujours un gros investissement là-dedans, en interprétant les résultats cliniques et les sentiments de manière optimiste et en présumant un soulagement des symptômes. Ok. En outre, comme le traitement précède la guérison, imaginez le sophisme qu'on a vu tout à l'heure, donc après ceci, donc à cause de cela, enfin, ou après cela, donc à cause de cela, permet de justifier l'attribution d'un mérite non mérité au traitement. Ok. Compte tenu de toutes ces prédispositions, nous devrions peut-être être surpris si les patients ne tombaient pas dans le piège du biais de confirmation. Donc en fait, c'est normal d'avoir des patients qui pensent s'améliorer quand ils viennent vous voir. Les praticiens sont également victimes du biais de confirmation, de la dissonance cognitive, des normes de réciprocité, du sophisme post-ergo-proptéroque et d'autres limites à la qualité de la cognition humaine. Ok, on n'est pas infaillible, et très très loin de là, des biais cognitifs, moi je vous en parle de quelques-uns comme ça, mais il en existe plein plein plein. Je suis pas le mieux passé pour en parler d'ailleurs, mais j'essaie juste de vous faire comprendre le minimum, on va dire. Donc par exemple, l'utilisation longue, fréquente et engagée d'une technique ou d'un médicament particulier par un praticien peut mettre en jeu son estime professionnelle et personnelle. Ok, on peut donc parler de la thérapie manuelle, on peut aussi, ça doit aussi faire un peu mal, notamment, vous savez, les études sur la chromioplastie, quand on a fait des grosses compilations et qu'on s'est rendu compte qu'en fait c'était pas forcément plus efficace qu'un placebo, quand vous êtes chirurgien et que vous avez opéré, vous avez fait cette technique-là, vous avez investi du temps, vous êtes formé, vous avez traité des personnes, et vous dites ah oui mais en fait c'était peut-être que placebo, il doit y avoir quand même un effet de dissonance cognitive, ok. Et là on va parler de la prophétie autoréalisatrice, donc après le traitement, les praticiens confiants, ils interrogent les patients de manière à obtenir des réponses, mais en fait ils vont poser des questions pour avoir les réponses qui valident l'optimisme des praticiens, ok, qui va confirmer l'espoir et les attentes du patient, et du coup, avec ses réponses, il va confirmer les espoirs et les attentes du praticien. Donc les praticiens, ils obtiennent parfois de véritables succès thérapeutiques, donc, mais ça peut être dû à d'autres phénomènes, régression à la moyenne, donc là dans la partie bleue du schéma du début, effet placebo, là on est dans les effets contextuels, biais de confirmation, tout ça. Les attentes de succès peuvent conduire les praticiens, sans le savoir, à poser des questions lors du suivi qui incitent les patients à confirmer le succès du traitement, quelle que soit leur impression, avant d'être interrogés. En entendant les patients dire ce qu'ils attendaient, parce que du coup ils ont posé la question qui fait que le patient répond comme le praticien voulait qu'il réponde. Et donc ça, donc les patients ils peuvent les praticiens peuvent devenir encore plus confiants. En percevant ce plaisir croissant chez le praticien, face à une réussite qui semble apparente, bah, les patients ils peuvent être encore plus convaincus de l'efficacité du traitement. Ok. Donc en gros, on se retrouve dans une prophétie autoréalisatrice où le patient valide les attentes du praticien, qui valide les attentes du patient, qui valide... Ok. Et donc là, l'exemple des questions qui peuvent être manipulatrices, c'est vous avez un patient qui a mal à l'épaule, vous faites une super manip. Ouais, je suis très thérapie manuelle aujourd'hui, je parle que de ça. Vous faites une super manip, le patient, et vous lui posez, c'est mieux là, ou c'est moins douloureux quand vous faites ça. Ou il lève le bras et vous faites c'est vraiment beaucoup mieux que tout à l'heure, hein. Là, c'est vraiment mieux. Le patient va faire ah bah oui, oui, ou vous trouvez, ouais, moi aussi je trouve. Ok, et donc en fait, faut poser des questions objectives, sinon vous êtes tout simplement pas objectif du coup, et vous savez pas en fait si le patient il s'améliore ou pas.
Et donc en fait, on a des prophéties autoréalisatrices qui sont construites de manière interactive par le praticien et le patient, ok? Et ils vont créer ensemble une illusion commune que ça marche, ok? Et rappelez-vous, toutes les personnes sur les réseaux, ah oui, mais moi avec mes patients ça marche, mais oui, mais cette technique-là ça marche, la science on s'en fiche, au cabinet moi ça marche, tout ça. Donc on va voir toutes ces, donc là déjà ça explique déjà en partie pourquoi ça marche, hein, forcément. Si ça va mieux en pensant que c'est 100% vous, que vous demandez aux patients comment ça va, d'une manière à ce qu'ils répondent oui ça va, et donc du coup vous êtes content, et donc du coup le patient il est content, bah, en fait vous êtes ensemble dans un délire, ok. Moi je préfère, moi j'en ai rien à faire de... Alors on peut se servir notamment des effets contextuels, des choses comme ça, mais faut pas prendre la grosse tête comme les mecs sur les réseaux qui vont commencer à vous expliquer que leur technique elle est super efficace, que la science on s'en fiche parce que dans leur cabinet ça marche, et justement on va voir après, dans la littérature scientifique, qu'est-ce qui peut faire que des fois des choses marchent, des fois des choses on croit que ça marche comparé à une technique, mais en fait c'est l'inverse, et en fait tout ça par effet statistique. Donc il faut connaître. Alors on va pas avoir de formule mathématique, hein, vous inquiétez pas, on va juste, c'est des principes très simples, juste qu'il faut connaître, ok. Donc là on va rentrer dans l'histoire naturelle, l'évolution de la maladie, et on va parler notamment du mal de dos, ok. Alors je prends souvent cette étude-là, on s'en fiche, c'est juste pour dire qu'en gros 50% des lombalgies elles vont passer en 5 jours. Donc forcément, si au bout de 3 jours, si vous voyez, je sais pas, par exemple, 10 000 personnes, ok, au bout de... Et eux, quand ça fait 3 jours qu'ils ont mal au dos, et ben en fait, il y en a 50% de façon qui n'auront plus mal au bout de 5 jours, donc vous allez croire, ah ouais, putain, je suis vraiment efficace, efficace, efficace. En fait, non. Parce que l'évolution du mal de dos, elle est plutôt favorable. Pareil, admettons que vous avez une énorme hernie discale, ou une hernie discale, on va dire une hernie discale, vous allez faire 3 séances d'ostéopathie pendant l'année, on revient un an après, et en fait votre hernie discale elle a disparu, l'ostéo il peut dire j'ai fait disparaître votre hernie discale. En fait non, parce qu'on a une résorption spontanée, on le sait, dans 2 tiers des cas. Donc ça c'est vraiment la chose importante à comprendre. Et en plus de ça, donc c'est pareil, c'est vous chopez un rhume, ça marche mieux avec le rhume, je vais vous expliquer pourquoi. Vous chopez un rhume, ça dure une semaine, vous prenez tout et n'importe quoi, donc que ce soit du Doliprane, un truc qui, je sais pas, un antivirus, un antibiotique et du jus de carotte. Au bout d'une semaine, vous avez plus rien. Celui qui a pris du jus de carotte, il peut dire, ah bah, le jus de carotte c'est hyper efficace. Celui qui a pris du doliprane, il peut dire, oh, le doliprane c'est hyper efficace. Celui qui a brouté de l'herbe, il va dire, oh, brouter de l'herbe c'est hyper efficace. En fait, non, parce qu'au bout d'une semaine, de toute façon, le rhume, il passe. Le rhume, c'est mieux pour expliquer ça, parce qu'en fait, si on va dans le détail, mais je vais pas y aller aujourd'hui, mais si on va dans le détail, le mal de dos, c'est un petit peu plus compliqué que ça. En fait, il évolue toujours un peu de la même manière, peu importe ce qu'on fait. Ok, ça, peu importe. Ah, j'ai oublié de vous mettre c'est la vidéo de... Donc ça, c'est tiré de la vidéo avec une miniature où il y a Venom qui fait du squat, ok. Et donc en fait, en gros, le mal de dos, il évolue un peu toujours pareil, peu importe ce qu'on fait. Juste une chose, c'est qu'il y a des récurrences, ok. Donc ça peut compliquer un petit peu cette histoire d'évolution naturelle. C'est pour ça que je prends l'exemple du rhume. Ok, bon, on va pas aller plus loin que ça, mais c'est juste que voilà, dans la plupart des cas, les douleurs musculo-squelettiques, elles vont avoir tendance à passer toutes seules, de toute manière. C'est ça qu'il faut retenir. Indépendamment de si vous allez voir un thérapeute ou pas. Ensuite, on va voir la régression à la moyenne. Donc là, c'est la première chose. Donc là, on va voir 4 effets statistiques, ou 4 choses bizarreries, on va dire, qu'on retrouve dans les études scientifiques. Régression à la moyenne, effet Hathorne, paradoxe de Simpson, et phénomène de Will Rogers. On va commencer avec la régression à la moyenne. Donc la régression à la moyenne, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène statistique qui se produit lorsque des mesures répétées sont effectuées sur le même sujet, ou la même unité d'observation. Elle se produit parce que les valeurs sont observées avec une erreur aléatoire. Par erreur aléatoire, on entend une variation non systématique des valeurs observées autour d'une moyenne réelle. Ça semble un petit peu compliqué, mais vous allez voir, c'est hyper simple. En général, lors de l'observation de mesures répétées chez un même sujet, on va avoir des observations relativement élevées ou relativement basses sont susceptibles d'être suivies par des observations moins extrêmes, plus proches de la moyenne réelle du sujet. Donc ça a été examiné pour la première fois par Sir Francis Galton en 1877, et c'est Galton qui a inventé cette expression en fait de régression à la moyenne. Le problème, en fait, c'est la nécessité de distinguer un changement réel de ce changement, en fait,
un changement réel dû à un traitement ou dû juste à une variation naturelle. Donc c'est quelque chose qu'on peut retrouver à l'échelle de l'individu. Là, si on a une distribution artificielle mais réaliste du cholestérol à haute densité chez un sujet, en fait sa vraie moyenne elle est ici, mais on la connaît pas en fait au moment où on fait la prise de mesure. Il suffit qu'on la prenne et qu'elle soit ici, une valeur un petit peu basse en fait. Et ben en gros, la prochaine fois qu'on va reprendre, bah, il sera ici, et on va penser en fait que son cholestérol il a augmenté. En fait, c'est juste que la moyenne elle est là, ça va fluctuer un petit peu. Alors, dans la plupart des cas, ça sera ici, mais il suffit qu'on ait une valeur un peu extrême à un moment donné. La prochaine valeur, bah, elle va se rapprocher de la moyenne, et on va penser que la personne elle a augmenté son cholestérol, alors qu'en fait il est resté. Alors qu'en fait, non, c'est juste qu'on a eu une valeur extrême à un moment donné, qui était probable statistiquement, mais moins probable que d'être proche des 50, et voilà, et ça crée cet effet de ah, il a augmenté son cholestérol, alors qu'en fait, non. Donc on peut penser que le cholestérol du sujet il a augmenté, alors qu'en fait la première mesure était juste anormalement basse, et que le véritable cholestérol, il est resté constant. Donc on le retrouve à l'échelle de l'individu, mais aussi on le retrouve à l'échelle du groupe. Donc l'effet de la régression à la moyenne est aggravé par la catégorisation des sujets en groupes sur la base de leurs mesures de référence. Donc si on prend en fait cette mesure ici, on a une distribution normale des données, avec donc ça veut dire qu'on a la moyenne et la médiane qui sont confondues. Et ensuite, on a à chaque fois des écarts types, et plus on s'éloigne, plus on a des valeurs qui sont extrêmes. La distribution du cholestérol HDL dans cette population est normale, avec une moyenne qui est de 60 mg par décilitre. Et dans cette moyenne-là, l'écart type est de 12 mg par décilitre. Et au niveau des sujets, l'écart type, il est plus faible, on va dire 9 mg par décilitre. Ok ? Donc en gros, ce qu'on retrouve, voilà, c'est donc la moyenne, les sujets, c'est toutes les petites ici. En fait, quand on compile tout, on se retrouve avec cette chose-là. Et donc après une première mesure, on suppose qu'un sous-groupe de sujets soit identifié comme ayant un taux de cholestérol HDL trop bas. Dans cet exemple, nous utilisons une valeur de 40 mg par décilitre pour définir un groupe de personnes à traiter. Ok, donc toutes les personnes qui vont être chopées ici. Et en fait, le deuxième graphique, il nous montre les sujets qui peuvent être inclus dans ce groupe à faible taux de cholestérol. Et en fait, il n'y a que 2 sujets qui vont vraiment avoir une moyenne qui est inférieure à 40. Ok, parce qu'il y en a, en gros, ça va. Tu vois, vous voyez par exemple les individus qui sont pris ici, en fait, bah, tout leur temps, ils sont dans les valeurs normales, on va dire. Mais en fait, au moment où on les a pris, ils étaient ici. Donc eux, si on applique un traitement à toutes les personnes qui sont au-dessus des 40 en vrai, mais qui ont été pris en dessous des 40 par variation, juste comme ça, bah, si on fait un traitement, mettons, pour augmenter leur taux de cholestérol, bah, on va trouver des augmentations, on va trouver que c'est efficace, mais en fait, il y a plein de personnes qui auraient eu une augmentation du cholestérol sans le traitement, en fait. Hein. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre avec la régression à la moyenne. Et donc les études observationnelles non contrôlées avec des patients sélectionnés ayant des valeurs initiales élevées ou basses, bah, ça va surestimer l'effet thérapeutique réel. Et donc l'inclusion d'un groupe contrôle prend ici toute son importance. Pour justement gommer ça, il faut un groupe contrôle sur qui on ne fait rien. Et donc c'est Sir Francis Galton, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans son article Régression vers la médiocrité dans la stature héréditaire, où en gros, il a observé cet effet, il a mesuré la taille de 930 enfants, je sais pas pourquoi j'ai mis adultes, et de leurs parents, et en fait il a remarqué que les parents de très grande taille avaient en général des enfants de plus petite taille par rapport à la leur, mais qui est cependant au-dessus de la moyenne, alors que les parents de très petite taille ont habituellement des enfants qui sont plus grands que, quoique restant plus petits que la moyenne. Bon, on s'en fiche, ça c'était vraiment pour le côté historique. Et ce qu'il faut savoir avec cette régression à la moyenne, c'est que, en règle générale, les patients, ils consultent lorsque la charge symptomatique de leur dysfonction, elle est supérieure à la moyenne. Donc en gros, vous avez votre mal de dos. euh, donc par exemple, votre mal de dos, voilà, il peut varier, mais en général, il va plutôt être distribué autour d'une certaine moyenne. Et à un moment donné, bah, elle va être au-dessus, parce que c'est comme ça. Et en fait, donc vous allez consulter à ce moment-là, et en fait, avec ou sans traitement, les mesures ultérieures de ces propriétés-là, donc de ce mal de dos, elles seront probablement plus proches de la moyenne, donc vers l'amélioration, pour des raisons purement statistiques. Donc vous avez votre douleur de dos, admettons, je sais pas, elle est à 5 sur 10, donc on va mettre sur une échelle de 0 à 10, elle est à 5 sur 10 en temps normal, à un moment donné, elle est à 7 ou 8, vous allez consulter à ce moment-là, ça va aller mieux, bah mais en fait, en temps normal, vu qu'elle est à 5, elle serait retournée à 5. Et de toute façon, vous n'allez pas consulter quand vous avez 2 sur 10, par exemple. Donc vous allez consulter que quand ça fait plus mal, mais par effet statistique en fait, ça serait revenu à la moyenne. Ok ?
Donc ça, c'était pour la régression à la moyenne. Donc là, on va parler de l'effet Hawthorne. Je sais pas comment ça se prononce, Hawthorne, je sais pas. Mais en gros, c'est quand les sujets d'une étude, ils modifient leur comportement naturel par le simple fait qu'ils savent qu'ils participent à une étude, et donc du coup qu'ils sont observés. Ok. C'est très simple. C'est un terme qui est largement utilisé dans la recherche. Et les premières études qui ont donné naissance à ce nom-là, ça a été une étude qui a été menée dans une usine de fabrication de téléphones près de Chicago. Et en fait, il y a eu des augmentations de la productivité qui ont été observées parmi un groupe sélectionné de travailleurs qui étaient supervisés de manière intensive par les cadres sous les auspices d'un programme de recherche. Ok, donc il y avait un programme de recherche, on a pris des gens pour les suivre, mais en fait le fait de savoir qu'ils étaient observés, ils ont plus produit. Donc là, on a plein d'exemples. Donc on a par exemple une étude qui nous montre qu'on avait 2 groupes de patients à la veille d'une opération du genou. Les patients qui ont été informés qu'ils allaient être inclus dans un essai scientifique sur leur état de santé après l'intervention, eux, ils se sentaient d'une manière générale plus rapidement mieux et ils présentaient nettement moins de douleurs post-opératoires que les patients à qui on n'avait rien dit. On a la même chose sur des patients qui avaient des douleurs tumorales légères à modérées. Et ceux-ci ont reçu, dans le cadre d'un design en crossover, du naproxène ou un placebo. Si les patients savaient qu'ils étaient participants à une étude, le placebo avait des effets antalgiques subjectifs plus puissants que le naproxène chez les sujets qui pensaient recevoir l'antalgique actif dans le cadre de la procédure thérapeutique normale, ignorant donc qu'ils participaient à un effet clinique. Okay, donc là, on revient dans les effets contextuels. Voilà, c'est donc le contexte fait que... mais là, du coup, c'est le fait de participer à une étude. Dans d'autres études, la réaction individuelle aux hypnotiques, à la caféine ou au chewing-gum contenant de la nicotine et au placebo correspondant dépendait largement du fait que les patients étaient informés ou non de leur participation à un test clinique. Donc on connaît cet effet-là, donc il faut faire attention. Et donc cet effet, il concerne pas seulement les sujets des tests, mais aussi les responsables des études eux-mêmes, ou alors même les professionnels de santé. On pense pas souvent à eux, on pense souvent aux sujets et tout ça, mais aux participants, mais le personnel soignant, il est soumis aussi à ces biais-là. Hein, le fait de participer à des études observationnelles, ça a entraîné une diminution significative du nombre d'hospitalisations des enfants souffrant d'asthme à la suite d'un renforcement du traitement par les médecins, justement, qui participaient aux études. Dans une étude multicentrique randomisée, sur des patients insuffisants rénaux, un protocole spécifique pour le traitement de l'anémie n'a montré aucun avantage par rapport au traitement local standard, et ceci en raison d'une constante amélioration du traitement des patients du groupe comparatif tout au long de l'essai. Donc voilà, ça peut modifier ces choses-là. Les patients savent qu'ils sont dans une étude, le personnel soignant sait qu'il est dans une étude, donc peut-être il va changer sa pratique juste du fait de savoir qu'il est observé. Donc cet effet peut conduire à une surestimation de l'efficacité dans les groupes contrôle des essais cliniques et rendre plus difficile, voire impossible en fait, la mise en évidence de l'efficacité d'un traitement. Les traitements standards non spécifiés dans les groupes de comparaison d'études contrôlées ou dans le cadre d'études d'observation ne sont souvent pas représentatifs d'un traitement standard dans des conditions de tous les jours. Le fait qu'on soit dans une étude, en fait ça change de la réalité. Donc en gros là c'est assez compliqué parce qu'on se retrouve... on se retrouve ici, hein, donc l'effet Hawthorne, mais en fait, peut-être même que ça déborde un petit peu avec les effets contextuels en fonction de comment le médecin va se comporter. Voilà, nous on va le garder ici, ici c'est inscrit dans le bleu, donc nous on le garde dans le bleu. Hop. Une petite chose pour finir, ici en fait on a une étude qui parle un petit peu de ça. En fait il n'existe pas un seul effet Hawthorne unique. Les conséquences de la participation à la recherche sur les comportements étudiés ont été constatées dans la plupart des études incluses dans cette analyse, mais en fait qu'on sache peu de choses sur les conditions dans lesquelles elles opèrent sur leur mécanisme d'effet ou sur leur ampleur. Voilà, il y a tout un tas de choses qui peuvent rentrer en compte. C'est pas aussi facile que ça, mais c'est quelque chose à connaître quand même. Bon alors j'espère que vous suivez toujours. Là on va attaquer le paradoxe de Simpson. Donc c'est quand en fait c'est un phénomène statistique, encore une fois, dans lequel une association observée entre deux variables au niveau de la population, qu'elles soient positives, négatives ou indépendantes, peut étonnamment changer, disparaître et même s'inverser lorsqu'on examine les données plus en détail au niveau des sous-populations. Il y a plein de choses dans lesquelles ça peut arriver. Là où ça a été vraiment mis en évidence, on va dire d'un point de vue historique, où les études reviennent souvent dessus, c'est la chirurgie ouverte. En fait, c'est une étude qui compare la chirurgie ouverte à la néphrolithotomie percutanée pour le traitement des calculs rénaux.
Et donc ça illustre très bien le paradoxe, parce qu'en fait, la chirurgie ouverte, elle est associée à des taux de réussite plus élevés pour les petits calculs et les gros calculs, alors que la néphrolithotomie percutanée, elle semble être plus efficace que la chirurgie ouverte, lorsque le diamètre du calcul, du calcul rénal n'est pas pris en compte. Ok ? Cette surprenante inversion du sens de l'association s'explique par le fait que la probabilité de subir l'un ou l'autre traitement dépendait en fait de la taille des calculs, donc c'était la variable confusionnelle, et donc la plupart des patients souffrant de calculs rénaux d'un diamètre inférieur à 2 cm ont subi donc la néphrolithotomie percutanée, tandis que la majorité des patients souffrant de calculs d'un diamètre supérieur à 2 cm ou de calculs multiples, ils ont subi une chirurgie ouverte. Et donc on avait une allocation disproportionnée de la variable confusionnelle. Ça va être très simple avec le tableau ici. En fait, si le calcul il fait moins de 2 cm, la technique la plus efficace, c'est la chirurgie. Si le calcul fait plus de 2 cm, ce qui est le plus efficace, c'est la chirurgie. Mais si on prend tout en compte, eh ben, c'est la néphrolithotomie percutanée qui est plus avantageuse. Ok ? Donc, là, on vient, donc ça survient surtout dans les études d'observation non randomisées et tout ça, mais voilà, c'est important de le savoir. Ou comme les personnes qui disent oui, mais la science elle a montré ça, mais en fait elle change tout le temps d'avis, donc c'est pas comprendre que la science est évolutive et tout ça, c'est ne pas comprendre ces paradoxes-là. Et en fait ça peut même, donc il y a aussi sur l'antibioprophylaxie des données qui montrent voilà que en fait, ils ont donné des antibiotiques pour voir si si on arrivait à prévenir le risque d'infection. En fait, quand on prend en compte tous les hôpitaux, en fait, ça marche pas forcément. Mais quand on quand on sous-groupe en fait en fonction d'une incidence élevée ou pas, et en fait, dans ce cas-là, ça marche. Ok ? Donc voilà, on a vraiment quelque chose qui s'inverse complètement en fonction de si on sous-groupe ou si on sous-groupe pas du tout. Et par exemple, la fumée du tabac, elle pouvait même paraître bonne pour la santé. C'est la conclusion à laquelle on aurait pu parvenir en établissant la relation entre le tabagisme et le taux de survie à long terme chez un groupe de 1300 femmes britanniques. Ces femmes, elles ont participé pendant 2 ans à une enquête, savoir si elles fumaient ou pas. Et en fait, 20 ans plus tard, on a simplement considéré que si elles étaient encore en vie ou pas, et avec le résultat suivant, c'est que 31% des non-fumeuses étaient décédées dans l'intervalle contre 24% seulement des fumeuses. Sauf qu'en fait, ils avaient pris, il y avait une variable confusionnelle qui était tout simplement l'âge, et en fait c'était des femmes beaucoup plus jeunes qui fumaient. Donc forcément, elles avaient beaucoup plus de chances d'être encore en vie 20 ans après. Ok ? Si les gens qui fument, ils ont 20 ans, et ceux qui fument pas, ils ont 80 ans, on comprend bien les choses. C'est juste pour vous dire voilà, qu'on peut avoir des... Donc là, sur la fumée de cigarette, ça vous semble logique, mais quand on prend là la chirurgie et la néphrolithotomie, c'est pas pareil. Ok ? Et donc le paradoxe de Simpson, c'est une démonstration convaincante de la nécessité d'analyses statistiques rigoureuses et réfléchies en recherche clinique, et de la facilité avec laquelle on peut tirer des conclusions erronées en se fiant uniquement à son intuition. Ok ? Donc les statistiques, quand on se fie à son intuition, on peut faire n'importe quoi, on va dire, pour faire très grossier. Donc faites attention aux personnes sur les réseaux qui vous font des conclusions un peu cheloues, qui comprennent pas comment ça marche la science, qui n'ont aucune notion de ces paradoxes-là. Voilà, c'est des choses, il faut s'y intéresser pour connaître un petit peu. Et donc ça nous rappelle qu'il faut faire preuve d'esprit critique à l'égard des données, en particulier celles qui proviennent de recherches non randomisées. Ok ? Et donc on va finir avec le dernier, donc c'est le phénomène de Will Rogers. Donc là avec le paradoxe de Simpson et le phénomène de Will Rogers, on n'est plus forcément dans la partie bleue que je vous ai montré. Hein. Là c'est des choses qui peuvent expliquer des petites choses drôles en fait dans les statistiques et les études. Ok ? Donc c'est un principe mathématique qui a été publié pour la première fois dans un article en 1985. Et en fait ça décrivait l'évolution des taux de survie observés chez les patients qui avaient un cancer du poumon grâce à l'amélioration de la sensibilité du diagnostic. Et en fait, il a été remarqué que des changements dans les critères d'affectation des patients aux différents stades de la maladie pouvaient produire des améliorations apparentes, mais fallacieuses du pronostic spécifique au stade, même si l'issue pour les patients individuels ne changeait pas. En fait, si on prend le total, en fait, il y a des choses qui changent, mais pour les patients, ça change pas grand-chose. Donc on sait depuis plusieurs décennies que le pronostic de survie est beaucoup plus défavorable chez les patients qui ont des cancers avec des métastases que chez les patients qui ont juste un cancer localisé. Voilà. Toutefois, au fil du temps, les procédures de diagnostic elles se sont améliorées grâce à l'introduction de la tomographie informatisée, des techniques d'imagerie ou de tout un tas de choses.
Donc par exemple, voilà, il parle de l'IRM et tout ça. Et ça a permis d'identifier des patients présentant de petites métastases qui n'avaient pas été détectées auparavant. Avant, on ne pouvait pas savoir qu'elles étaient là. Et donc ainsi, des patients auparavant classés comme ayant uniquement des tumeurs localisées sont maintenant classés comme ayant un cancer avec des métastases. Étant donné que ces patients ont de meilleurs taux de survie que les patients atteints de cancer métastatique importants qu'on voyait que parce qu'ils étaient gros en gros, ou étendus, mais en fait, les taux de survie inférieurs, mais en fait, en gros, qu'il y avait des taux de survie inférieurs à ceux du groupe des cancers localisés non métastatiques, leur transfert du groupe localisé au groupe métastatique augmente apparemment les taux de survie dans les deux groupes. Ok. Donc en fait, juste en décalant une partie des individus dans un groupe, et ben on a une amélioration des taux de survie dans les deux groupes. Et donc, ce phénomène-là, il joue aussi un rôle lorsque la prévalence d'une maladie, elle change à la suite soit d'un élargissement de la définition, notamment par exemple quand on a l'abaissement de valeurs seuil considérées comme pathologiques de la glycémie, de la tension artérielle, du cholestérol, tout ça qui... et donc en gros par exemple si on considère que vous avez du cholestérol à partir d'un certain taux, mais on disait que c'était pathologique et que maintenant on diminue le taux et qu'on dit que c'est pathologique maintenant, bah on va retirer une partie des personnes qui ont des risques de la population en bonne santé, donc elle va s'améliorer, et on va mettre des personnes avec des moindres risques dans le groupe malade, et donc du coup bah, leur pronostic il va s'améliorer aussi. Alors du coup, j'ai pas mis le petit historique. Donc en gros, ce que ça nous dit, c'est que faut pas faire aveuglément confiance aux résultats d'études qui utilisent des groupes de contrôle historiques. Le progrès réalisé dans le diagnostic ou une augmentation artificielle de la prévalence d'une maladie peuvent simuler une amélioration du pronostic qui ne doit pas être attribuée à une modification des standards de traitement ou à un nouveau médicament apparu sur le marché. Mais en gros, voilà, c'est tout ça pour dire qu'en gros, quand on déplace une population dans un autre groupe, et ben on peut avoir une amélioration de la chose qu'on recherche dans les deux groupes, mais c'est une amélioration en fait qui est artificielle. Et donc ça s'appelle comme ça parce que ça vient de cet humoriste-là, américain. Mais voilà, en gros, c'est si vous prenez une classe, enfin deux classes du coup, et que dans la première, les gens ils font tous plus d'1 m 80 et dans l'autre ils font tous moins d'1 m 80. Si vous prenez les 10 plus petits de la classe qui fait plus d'1 m 80 et que vous les mettez dans l'autre classe, bah la moyenne de la taille elle va augmenter dans la première classe là où il y avait tous les plus grands parce que vous avez retiré les plus petits. Et du côté de la classe où vous avez les plus petits, vu que vous avez mis des personnes qui sont quand même plus grandes, et ben la moyenne elle va augmenter, sachant. Mais en fait, la moyenne elle va augmenter dans les deux groupes, mais personne n'a changé de taille. Hein. Personne n'a changé de taille. Ok. Bon, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, elle était technique. Mais voilà, donc en gros on a vu quoi? On a vu tout ce qui peut expliquer que quelque chose marche alors qu'en fait ça n'a pas raison de marcher, que ce soit dû à certains effets comme la régression à la moyenne ou l'évolution naturelle du mal de dos ou des choses comme ça, tout ce qui peut nous faire croire que ça marche alors que ça ne marche pas du tout, hein. Donc avec les biais de confirmation et tout ça, et on a vu des petits effets marrants, voilà enfin marrant. On a vu le paradoxe de Simpson, l'effet Thorne, le phénomène de Will Rogers, des petites choses intéressantes à connaître parce que voilà, des fois il peut y avoir des choses bizarres dans les études à cause de ces phénomènes-là. Pas que, mais parfois voilà. Donc bah on finit avec cette vidéo là et puis on se dit à la prochaine. Salut.